Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Madame Niagalé Bayayoko, que j'avais déjà reçue il y a quelque temps, assez longtemps. Donc je pense qu'on peut réexaminer la situation en Afrique, dont vous êtes spécialiste, vous êtes également spécialiste des questions de sécurité, parce qu'il y a eu beaucoup de développements. En date, ce qui s'est passé au Burkina Faso, où on a demandé à l'armée française de quitter les lieux. Il y avait eu également le Mali, l'opération Barkhane, toute la question du terrorisme dans le Sahel. Comment voyez-vous l'ensemble de la situation? Est-ce que c'est un rejet global de la France qui devient de plus en plus important? Alors il y a indéniablement une diffusion de plus en plus large, si ce n'est d'un rejet, en tout cas de la remise en cause du type de relations qui ont présidé depuis finalement les indépendances entre la France et ses anciennes colonies. C'est essentiellement dans les pays d'Afrique francophone, particulièrement de l'Ouest, que l'on constate un tel rejet. Mais de manière préoccupante également, on le note aussi dans certains pays anglophones. On a assisté, par exemple, l'année dernière, en Afrique du Sud, à des manifestations d'hostilité. Alors bien entendu, elles sont moins vives, mais la France, aujourd'hui, apparaît comme le symbole d'un rejet beaucoup plus large des acteurs occidentaux. Mais pour quelle raison? Alors, bien C'est entendu, le passé colonial, ou c'est la propagande en sous-main des Russes ou des Chinois qui jouent contre la France? alors je pense qu'il est extrêmement important de considérer ce phénomène comme multicausal. Il y a bien entendu l'héritage historique de la France en Afrique et la façon dont elle a perpétué sa présence, ce qui n'a pas été le cas sous une forme similaire de la Grande-Bretagne, par exemple, du Portugal ou de la Belgique. Donc il y a cette question-là, mais si l'on prend la réaction qui a été celle des populations maliennes, notamment il y a 10 ans, en 2013, qui ont accueilli avec un enthousiasme et une reconnaissance sans précédent les troupes françaises de l'opération Serval, on s'aperçoit que cette explication du rejet de la France pour des raisons néocoloniales est insuffisant. Je pense que cette opération Barkhane a en réalité été un tournant dans la mesure où la France n'a pas répondu aux attentes qu'elle a créées chez les populations africaines qui ont eu une grande foi dans sa conviction selon laquelle elle était en mesure d'éradiquer le terrorisme sur le continent africain. Ça n'a pas été le cas et il y a de ce fait un scepticisme qui a grandi, un doute, puis ensuite une colère qui, d'un côté, chez les personnes les plus raisonnables, a donné lieu à la conclusion selon laquelle il n'était pas utile que la France prolonge sa présence, et d'autre part, à des théories très complotistes, envisageant l'hypothèse selon laquelle la France serait à l'origine même du phénomène djihadiste, qu'elle entretiendrait pour satisfaire ses propres intérêts, notamment économiques. C'est parfaitement complètement fantaisiste. Oui. Et c'est à mon avis, sur cette vague-là, pour terminer ma réponse à votre question, que surfe la Russie notamment, mais je ne pense pas qu'on puisse considérer que cette hostilité vis-à-vis de la France a uniquement pour origine des manipulations étrangères. Parce que, par exemple, dans le cas du Burkina Faso, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir, ils demandent aux forces spéciales françaises de quitter le pays. À quoi est-ce que ça va les avancer? Alors, c'est là que l'on touche à tout ce qui est symbole de la politique africaine de la France, perçu comme attentatoire
à la souveraineté des États africains, ou en tout cas de certains d'entre eux. Si l'on regarde le discours qui est développé par les militaires qui ont accédé au pouvoir depuis 2020 par la voie des armes, on s'aperçoit que la rhétorique patriotique, voire nationaliste, d'affirmation d'une souveraineté extrêmement forte, se heurte totalement à un symbole que peut être la présence militaire, un autre que peut être la monnaie, comme le franc CFA. Et donc, c'est véritablement dans cette dynamique que l'on se trouve au Burkina Faso aujourd'hui. Burkina Faso qui est un pays particulier dans la mesure où il y a l'héritage considérable de Thomas Sankara, qui était justement, et qui reste aux yeux de beaucoup, y compris des jeunes générations, le symbole de la lutte contre tout impérialisme. Donc on a aussi un terreau très favorable au rejet de toute influence extérieure trop intrusive. Oui, mais concrètement, sur le terrain, les soldats français, par qui vont-ils être remplacés et comment le régime qui est en place actuellement peut-il faire face à la menace ? Alors, ce qui est très important de préciser, c'est que les forces de l'opération Sabre, donc composées de troupes rattachées au commandement des opérations spéciales des armées françaises, n'ont absolument pas prioritairement agi depuis leur installation en 2010 au Burkina Faso sur le territoire précisément burkinabé. La plupart de leurs interventions sont intervenues beaucoup plus au nord ou beaucoup plus à l'est, notamment au Mali ou au Niger. Elles sont intervenues aussi, ça on l'a su, lors de la prise d'otages qui s'est malheureusement soldée par la mort de deux de leurs éléments au Bénin. Elles sont finalement très peu intervenues au Burkina Faso. On se souvient du renfort qu'elles ont apporté lors de l'attaque terroriste contre l'état-major des forces armées burkinabées et contre l'ambassade de France, mais elles ont finalement une empreinte extrêmement faible. Donc c'est pour cela qu'il est plus important de s'intéresser aux symboles dans le cas du Burkina qu'au rôle effectif joué par cette force Sabre au Burkina lui-même. On est dans un cas, de ce point de vue-là, très différent de celui du Mali, où l'opération Barkhane, qui était massive, puisque 3000 hommes étaient stationnés et luttaient au quotidien contre les groupes djihadistes, ont joué un rôle absolument majeur sur le terrain. Ça n'était pas le cas au Burkina Faso. Et alors, est-ce qu'on parle aussi de liens maintenant construits entre le Burkina Faso établi et la Russie? Vous pensez que c'est quelque chose qui va se traduire dans la réalité par l'arrivée de Wagner, de ces mercenaires? Alors, à ce stade, il n'y a pas d'éléments qui permettent d'être totalement affirmatif sur ce point, mais il y a un certain nombre de faisceaux qui laissent entendre qu'il est possible que la coopération entre le Burkina Faso et la Russie se matérialise notamment par l'envoi d'éléments de cette société militaire privée. Mais il est très important là aussi de se rendre compte qu'il y a des éléments affirmés par les autorités burkinabées qu'il faut écouter aussi, qui expliquent que leurs propres forces Wagner, ce sont ce qu'on appelle les VDP, ainsi que leurs forces de défense et de sécurité. J'explique ça tout de suite. Les VDP, ce sont les volontaires pour la défense de la patrie, c'est-à-dire des groupes d'autodéfense qui, à l'origine, ont été mis sur pied par les populations elles-mêmes et qui sont aujourd'hui considérés
par les autorités du pays actuelles, mais aussi par les précédentes, le régime militaire précédent, mais le régime civil aussi, comme le moyen le plus efficace de lutter contre le djihadisme. Il faut savoir qu'il y a à peine 2 mois, 100 000 nouveaux VDP, environ, plus exactement 90 000, ont été recrutés. Et aujourd'hui, la stratégie que semblent vouloir développer les autorités est de demander un appui international à la formation de ces VDP. C'est une demande qui a été manifestement formulée auprès de la France, qui n'y a pas répondu favorablement. Et il est tout à fait possible que ces éléments de Wagner, dont vous parlez, soient mobilisés pour former ces effectifs de VDP. Pourquoi la France n'a-t-elle pas voulu ? Parce que cette question est extrêmement sensible dans la mesure où ces unités se sont très souvent caractérisées par leur manquement en matière de respect des droits de l'homme et par leur méthode extrêmement expéditive. Le massacre commis par des groupes d'autodéfense non encore intégrés dans les VDP, puisqu'il y a eu une obligation finalement par le gouvernement burkinabé d'institutionnaliser ces groupes d'autodéfense qui ont proliféré sur son territoire, mais un massacre qui a lieu en 2019 à Yergou, et très récemment à Nouna, les VDP sont accusés d'avoir commis des exactions contre certaines communautés. Donc c'est une question extrêmement sensible et il est bien entendu beaucoup plus difficile pour un État comme la France de se trouver impliqué dans des massacres éventuels que pour un sous-traitant tel que Wagner. Par exemple, à propos de Wagner, en Centrafrique, ils se sont installés depuis un certain temps. Est-ce que la guerre en Ukraine a fait que leur présence a diminué pour alimenter la guerre ? Où en sont les choses en Centrafrique vis-à-vis de Wagner et de la sécurité en général de la Centrafrique ? Alors, en Centrafrique, je dirais que c'est le pays où ils sont le plus implantés. En réalité. Parce qu'on parle beaucoup de leur rôle au Mali, mais leur rôle au Mali est un rôle double qui est à la fois de combattre les éléments djihadistes dans le centre du pays et éventuellement dans la zone de 3 frontières, mais ils sont moins présents. Ils sont aussi très présents sur le front de la guerre informationnelle, on pourra en reparler, alors qu'en Centrafrique, ils ont ce type de rôle que l'on retrouve au Mali, mais également un très fort investissement dans la protection du régime lui-même, du régime centrafricain. Ils sont aussi de manière avérée impliqués dans l'exploitation des mines, alors qu'au Mali, pour l'instant, très difficile de savoir ce qu'il en est. À l'évidence, on n'est absolument pas dans le même cas de figure. Ils sont aussi extrêmement impliqués dans les médias locaux. Donc, dans les douanes, ils l'ont été. Même si le gouvernement centrafricain a tenté de prendre un peu ses distances, il y a là une implantation d'autant plus remarquable qu'à la différence du Mali, où il y a depuis les années 60 une très forte tradition de coopération avec l'ex-Union soviétique, ça n'était absolument pas le cas en République centrafricaine. Donc, on s'aperçoit qu'il y a vraiment différents modèles d'implantation. Et ce qui est très important aussi, c'est de se rendre compte que Wagner, qu'on présente à mon avis trop souvent simplement comme une société mercenaire, n'est pas uniquement composée de militaires. Elle est aussi composée de civils qui travaillent beaucoup, notamment sur toutes ces questions de lutte informationnelle, d'influence sur les opinions publiques. Et ça, c'est un volet qui est complètement différent et qui ne peut pas uniquement être perçu sous l'angle sécuritaire traditionnel. Il y a aussi l'extraction de minerais, enfin l'exploitation de mines, c'est directement par Wagner ou comment est-ce que c'est organisé ça ? Alors ça, c'est tout à fait vrai pour la RCA. Wagner, justement, et c'est là, pour aller dans le sens de ce que je disais à l'instant, est
totalement multidimensionnel comme acteur, puisqu'il a aussi en RCA des sociétés d'exploitation minière qui ont obtenu des concessions et qui donc mobilisent une expertise totalement différente de celle qui peut être mobilisée dans le cadre de combats contre les groupes armés, contre lesquels ils luttent également dans l'intérieur du pays. Et quand vous parlez de la guerre informationnelle par Wagner, ça consiste à influencer ou à tenter d'influencer, ou même ça réussit souvent, les opinions publiques. Comment peut-on lutter contre ça? Comment est-ce que la France, qui est victime de ces agissements, pourrait-elle lutter contre ça? Alors, moi, il me semble qu'il faut aller au-delà de Wagner quand on parle de guerre informationnelle. Wagner, c'est un acteur hybride dont il est très difficile de qualifier la nature, y compris dans ce champ informationnel. D'autres acteurs russes jouent aussi dans ce cadre-là. Que les Russes ou il y a des Chinois aussi Alors là, restons juste quelques instants, pardonnez-moi si vous le permettez, sur la Russie. Vous avez des médias publics qui sont extrêmement influents, qui ont de plus en plus d'audience en Afrique, comme Russia TV ou comme Sputnik. Donc ça, c'est un premier canal. Vous avez aussi les réseaux de propagande qui étaient, et particulièrement de propagande anti-impérialiste, qui existaient du temps de la guerre froide et qui sont réactivés aussi. C'est-à-dire que, en raison des liens de coopération, des séjours qui ont été effectués par de nombreux cadres, civils ou militaires, la Russie dispose de relais d'opinion d'ores et déjà. Et bien entendu, il y a Wagner et le travail qui est fait, notamment sur les réseaux sociaux ou avec les médias locaux, y compris les médias qui se diffusent à l'intérieur des pays. Comment la France... Alors, sur la question de la Chine, c'est un acteur encore différent. Pardonnez-moi d'essayer de différencier les choses. C'est une situation complexe. Mais la Russie n'est pas... La Chine, pardon, n'est pas investie dans le champ sécuritaire africain comme peut l'être la Russie. On n'est absolument pas dans un scénario comparable. La Chine est un acteur qui s'investit beaucoup plus dans le domaine économique et pour ce qui concerne le domaine militaire, elle est essentiellement présente du côté de Djibouti. Voilà. Donc ça, c'est important. Je ne pense pas qu'on soit dans le même type de situation. Mais comment la France peut répondre à ces attaques? À mon avis, d'abord en menant une réflexion. Je sais qu'il faut agir de manière rapide, mais à mon avis, à réagir souvent de manière trop immédiate, on peut obtenir des résultats totalement contre-productifs. Et c'est plutôt ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisqu'on voit que la France peine à retrouver une audience crédible et large. La question, à mon avis, est celle de la façon dont un État de droit, dont une démocratie peut en effet travailler sur son image dans des pays où elle est perçue comme ayant précisément trahi ce type de principe. Ce qu'on reproche aussi, on parlait au début de l'entretien, des causes du rejet de la France, bien sûr, il y a l'échec militaire, mais il y a aussi ce qui est considéré comme un reniement, comme une politique de deux poids, deux mesures qui a été menée sur le continent. L'archétype de cette question étant celle du Tchad, où la France a validé immédiatement l'accession anti-constitutionnelle d'une junte militaire, qui plus est, dans le cadre d'une transition dynastique qui a favorisé l'arrivée à la tête de cette junte du fils du président déchu. Comment ne pas entendre certains des arguments qui estiment que le traitement de la junte malienne, ce qui est le vocabulaire utilisé par la France, n'est pas symétrique. On voit encore qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est encore une autre approche qui est retenue. Et au-delà de la France, il y a cette sorte de mise en accusation des pays occidentaux auxquels on dit « vos politiques manquent de cohérence, vous prêchez
la démocratie, les droits de l'homme, mais vous ne les appliquez que lorsqu'elles sont conformes à vos intérêts. Les acteurs tels que la Russie, la Chine, ou la Turquie, ou l'Iran, ou les Émirats arabes unis, ou l'Arabie saoudite, puisque les acteurs extérieurs sont de plus en plus présents, ne nous demandent pas de compte en réalité. Donc la question de la cohérence de la politique étrangère de la France est essentielle, et aussi, à mon avis, sa capacité à travailler avec les médias africains, y compris en langue locale, et à faire porter aussi par les rues africaines, parce que c'est ce qu'on voit avec la Russie, des drapeaux français. Donc vous voyez qu'il y a un grand chantier devant les autorités françaises. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qui est le plus répandu en cette matière de désinformation ? Alors, pour moi, l'exemple le plus parlant est vraiment celui qui répand le bruit selon lequel toute la viande que l'on trouve dans les restaurants français aujourd'hui provient en réalité du Sahel parce que l'opération Barkhane aurait transporté dans ces avions des centaines et des milliers de têtes de bétail pour les acheminer vers l'Hexagone. Voilà, ça vous donne une idée de l'ampleur et du complotisme qui règne aujourd'hui dans certaines parties du continent africain. Il fallait y penser, hein, aussi. Il faut vraiment y penser, absolument. Ah oui, ça c'est vraiment difficile. Ah oui, pour moi c'est vraiment un exemple... oui, c'est parfait comme exemple. Mais comment lutter contre ça? C'est ça qui est difficile. En disant on ne l'a pas fait, ça ne suffit pas. Enfin, c'est très difficile. Je pense que face à ce type de bruit, le silence c'est quand même la meilleure réponse, hein, parce que... une justification serait tellement surréaliste qu'à mon avis, il vaut mieux effectivement choisir la discrétion. Mais en tout cas, je pense aussi que pour répondre à ces mises en accusation, il y a une nécessité de changer de posture et notamment d'apparaître beaucoup plus humble et beaucoup moins arrogant. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup nui à l'image de la France. Et lorsque, encore il y a quelques jours, le président Macron demande une clarification... Un modèle d'être humble. Demande une clarification de la volonté burkinabé de mettre un terme à l'accord qui fonde la présence du dispositif Sabre, alors que sur les réseaux sociaux, nous avons tous vu la lettre adressée par la voie diplomatique absolument la plus classique et la plus régulière. C'est aussi très mal perçu. On demande pourquoi est-ce que on devrait avoir une procédure dérogatoire par rapport aux notes verbales qui ont toujours été en vigueur dans les pratiques diplomatiques. Alors, je voudrais passer à un sujet légèrement différent, mais qui rejoint l'ensemble de ce qu'on a dit. Vous avez mentionné la question du franc CFA. Ça aussi, le franc CFA, c'est quelque chose qui est maintenant mal perçu par les Africains ? Alors, dans les manifestations, on voit deux slogans, les militaires français dehors et fin du franc CFA, qui est vraiment perçu comme un instrument de domination. Et là aussi, la façon dont, et particulièrement en Afrique anglophone, c'est important de le dire aussi, parce que la façon dont la France, de concert avec la Côte d'Ivoire, a présenté la réforme qu'elle proposait de ce franc CFA, avec le passage à cette fameuse nouvelle monnaie qui est l'éco, est en réalité une idée qui est promue depuis des années par les anglophones dans le cadre de la CEDEAO, alors que tout ce qui concerne le franc CFA relève de l'UEMOA. Et du côté du Nigeria, du côté du Ghana, on a extrêmement mal perçu cette présentation des choses en ayant l'impression que la France voulait se réapproprier un instrument de souveraineté monétaire qui avait été conçu collectivement par les États ouest-africains.
Donc en fait, la France a beaucoup de chemin à parcourir pour regagner les bonnes grâces des Africains. Est-ce que cette défiance vis-à-vis de la France va aussi, enfin elle a commencé à gagner aussi les grands pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est possible que la France arrive à être plus humble, comme vous disiez, et puisse un jour regagner, en dépit de l'adversité, notamment des groupes dont on a parlé, en dépit de cette adversité, puisse regagner le cœur des Africains? Moi, je pense que c'est tout à fait possible, mais que l'on est clairement à un tournant aujourd'hui et que la présence de la France sur le continent, tout comme sa politique étrangère et de sécurité, ne pourront plus se décliner sur les mêmes modes. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la posture de plus en plus affirmée du côté des États africains quant à leur désir de diversifier les partenariats. Et cela, quel que soit le camp auquel appartiennent les uns et les autres. Aujourd'hui, le discours que l'on entend, c'est nous voulons faire entendre notre voix et faire prévaloir nos intérêts comme le font tous les acteurs internationaux. Donc je pense qu'il faut vraiment se pencher sur la façon dont il est possible pour la France de démontrer sa valeur ajoutée dans une offre internationale extrêmement concurrentielle. Et on parle bien entendu de la Russie, de la Chine, enfin en tout cas des pays qui appartiennent à un bloc qui se réclame et se présente comme anti-occidental. Mais la concurrence, c'est très important de le dire, existe aussi à l'intérieur même de ce camp occidental. Aujourd'hui, on voit très bien que l'Allemagne n'est pas forcément gênée par la façon dont la France est perçue aujourd'hui. Elle voit aussi des opportunités pour s'affirmer davantage dans le pays. C'est le cas des États-Unis également, voire d'autres pays européens qui veulent affirmer une présence beaucoup plus civile et beaucoup plus en rupture avec ce qui est perçu comme un échec français. Donc regardons aussi à l'intérieur des blocs qu'on a trop souvent tendance à opposer ou à considérer comme monolithiques. Nous sommes donc à un tournant de l'histoire. Je vous remercie, Madame Bayayoko, d'avoir bien voulu participer à cette émission et je remercie nos téléspectateurs de l'avoir suivi.